Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Vous êtes ensemble depuis longtemps, vous êtes un couple épanoui, mature, ou vous étiez un couple épanoui et tout d'un coup vous tombe sur la figure la crise existentielle de votre conjoint. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Comment on va pouvoir gérer ça? Vous avez construit une histoire commune, vous avez construit une famille, vous avez construit une histoire, mais voilà que votre conjoint vous annonce qu'il ou elle, votre conjoint, veut rompre, qu'il ne sent pas plus bien dans la relation, qu'il ou elle n'est plus heureux, qu'il ou elle a besoin de changer d'air, qu'il ou elle a besoin de sa liberté, et il ou elle vous oppose des arguments qui vous semblent au début, parce que vous n'êtes pas encore un pirate, irréfutable, irrémédiable, qui vous laissent sans voix et qui vous font perdre pied. Dans cette formation de cette semaine-là, on va voir quoi répondre, comment répondre. Vous avez l'ensemble des 130 formations et descriptives de cette vidéo là-dessous. Vous avez le catalogue avec les coachings aussi, les coachings par écrit, c'est une nouveauté de cet été. On teste, on regarde. Donc dans la formation de la semaine, questions-réponses, vous allez comprendre comment fonctionne le couple, mais aussi comment on répond à des personnes qui ne se sentent pas bien, qui sont en crise, qui veulent se séparer. Il faut avoir ces réponses, s'y préparer pour pouvoir sortir les bonnes réponses au bon moment, sachant que si votre conjoint vous attaque, c'est certainement qu'il est en down, et on n'est peut-être pas obligé de rester en permanence avec votre conjoint qui est en down. Il faudra prendre du recul et du lâcher prise par rapport à ça. Alors comment réagir face aux situations de crise, quoi répondre, comment défendre votre couple sans paraître désespéré, comment défendre votre couple sans aggraver le conflit et sans renoncer du tout à votre dignité. On n'est ni paillasson ni hérisson. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils basés évidemment sur les neurosciences. Je vous rappelle que les neurosciences, ce n'est pas de la PNL déguisée. Les neurosciences, c'est l'étude du fonctionnement du cerveau et du système nerveux pour comprendre ce qui se passe dans la tête de votre conjoint. C'est pas du marketing. C'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre conjoint pendant sa crise et dans la vôtre, comment adopter les bonnes stratégies face aux objections, et on va proposer évidemment des exercices pratiques pour vous et pour votre couple, et vous tenter de convaincre votre conjoint que sa décision n'était pas la bonne, et que la décision c'est de passer en phase 4 ensemble pour être heureux et de finir sa vie ensemble. Évidemment, l'humour fait partie de cette phase de reconquête, et répondre parfois avec humour, même quand la situation est tendue, peut vous aider grandement. Alors, première chose, première question à se poser, c'est pourquoi votre conjoint veut-il se séparer? La première chose à savoir, c'est que la volonté de se séparer, c'est pas souvent un coup de tête, c'est pas souvent un caprice, c'est pas souvent un manque de respect. Vous me dites parfois en coaching, Bruno, ça m'est tombé dessus, c'est arrivé, que c'est une bombe. Non, généralement, c'est un résultat d'un long processus complexe qui implique des facteurs psychologiques, des facteurs émotionnels, des facteurs relationnels et des facteurs contextuels. Donc le contexte est très important, notamment si la personne est à un âge où elle s'aperçoit que la personne vieillit et qu'elle ne veut plus être dans ce type de relation. Donc souvent votre conjoint n'a pas pris cette décision du jour au lendemain, mais il a pris la décision de vous en parler après avoir mûrement réfléchi. Il s'est fait des nœuds au cerveau, des nœuds au ventre, des nuits de sommeil. Il a pesé le pour et le contre, et souvent, contrairement à ce qu'on pense, il a envisagé les conséquences. Le fait d'avoir envie d'aller voir ailleurs, d'aller consommer avec pansement, est quelque chose qui va être un trigger, qui va être un déclencheur, mais ce n'est pas la raison essentielle. Si on est attiré par un pansement, c'est pour moins souffrir pendant ces décisions difficiles à prendre. Donc si vous faites ce qu'il faut, si vous passez des grands moments ensemble, si vous passez maintenant des moments ensemble favorables, eh bien, elle n'aura plus besoin d'aller voir son pansement, qui est là uniquement, même si la personne ne le sait pas, pour diminuer sa souffrance. Nous, on est des pirates, on sait, et on va aider son conjoint aussi à passer ces mauvais moments ensemble. Donc votre conjoint veut se séparer, il croit que c'est irrémédiable. D'ailleurs, vous aussi, si vous croyez au déclaratif, vous croyez que c'est irrémédiable, parce que votre conjoint ressent quelque chose de profond, quelque chose qu'il n'arrive pas à résoudre. Alors c'est pas lié forcément au couple, même si la phase 2 du couple est terminée, c'est souvent lié à une crise existentielle. On est insatisfait, on se sent frustré, on se sent étouffé, on se sent ennuyé, on se sent trahi, on se sent délaissé, insatisfait, frustré, étouffé, ennuyé,
trahi et délaissé. Votre conjoint a peut-être l'impression que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, que vous n'avez plus rien à vous dire, que vous ne partagez plus les mêmes valeurs, que vous n'avez plus les mêmes projets, les mêmes envies. Comme c'est très dur cette période à vivre, eh bien, je vais trouver un pansement qui va être des copains, qui va être un collègue de bureau, qui va être des amis, qui vont m'aider à vivre autre chose en attendant, de découvrir de nouvelles personnes et de vivre des nouvelles expériences. On pense qu'on a beaucoup donné pour son couple et que l'on veut maintenant vivre pour soi et avoir des situations où on se sent beaucoup mieux. Alors ça ne veut pas dire que votre conjoint, pendant cette phase d'exploration, ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime plus, ça veut dire qu'il ne veut plus être dans cette phase 2, cette phase objet, où on est objet. Je vous rappelle, je vous ferai peut-être une formation complète, je vais voir sur la notion de sujet-objet dans le couple. La première étape d'un couple, c'est la lune de miel, où on est tous les deux sujets, on aime l'autre pour ce qu'il est, c'est mon âme sœur, tia. Ensuite, on continue ensemble en faisant passer l'autre en objet, c'est-à-dire qu'il va m'aider à réaliser ma carrière professionnelle, avoir des enfants, élever des enfants, avoir une belle maison, entretenir la maison, faire les courses, à partir en vacances, etc. Et puis au bout d'un moment, on en a marre d'être un objet, d'être considéré comme un objet, même si ça a été nécessaire pendant quelques temps, et on repasse dans la phase d'exploration en mode sujet. Quand vous êtes bébé pirate, vous essayez de convaincre votre conjoint que finalement c'est pas si bien, que vous avez une belle maison, que vous avez... mais tout ça, il ne veut plus être un objet, il faut passer à sujet. Et ensuite, une fois que vous serez passé à sujet, que vous aurez récupéré votre conjoint, que vous aurez repassé des bons moments ensemble, vous pourrez aller dans une phase, la dernière, la phase de grande intimité, où vous serez aussi à nouveau objet, mais en même temps sujet, puisque vous aurez des bons moments que vous passerez ensemble en tant que couple, puisque vous aurez beaucoup moins de choses à voir, la maison sera payée, les enfants auront grandi, etc., etc. Donc ça veut dire que quand votre conjoint vous dit qu'il pense à se séparer, etc., ça veut pas dire qu'il vous aime plus, ça veut dire qu'il veut se séparer de la phase 2 du couple, de ce rôle d'objet, et redevenir un sujet à vos yeux, et que vous puissiez redevenir un sujet aussi, parce qu'il ne veut pas qu'un objet, quand il vous dit oh, de toute façon tu restes un papa ou une maman formidable, ben ça veut dire qu'il vous considère encore comme un objet. Donc, quand ton conjoint passe dans la phase de sécurisation à la phase d'exploration, ça ne veut pas dire qu'il ne se sent plus aimé comme il en a besoin, ça veut dire qu'il ne se reconnaît plus, ça veut dire que dans la relation, il ne voit pas d'avenir avec vous, ça veut pas dire qu'il ne veut plus voir aucun avenir, mais ça veut dire qu'il ne veut plus voir cette phase 2 du couple en place. Alors ça ne veut pas dire que c'est votre faute, mais que le couple évolue, hein, et que la phase 2, la phase de séparation, de sécurisation qui s'est transformée en distanciation, vous êtes distendu, hein, est tout à fait normal. Ce n'est pas forcément votre faute, c'est que le couple ne peut plus vivre comme ça. Donc c'est souvent lié à une crise existentielle qui est un ressenti personnel que votre conjoint doit assumer et doit expliquer. Donc pour mieux comprendre ce que veut votre conjoint, pour éviter de perdre votre conjoint ou de passer pour un ingrat ou un égoïste, vous allez faire un exercice, je me mets à la place de mon conjoint. J'imagine que je suis dans sa situation, je m'imagine que j'ai les sentiments, vous avez suffisamment de témoignages de personnes en crise sur cette chaîne, sur le groupe Facebook, sur les vidéos, pour savoir ce que la personne ressent. Mettez-vous à sa place en ressentant ces sentiments-là. Quelles seraient donc vos raisons, quelles seraient vos attentes, c'est-à-dire passer en phase d'exploration dans votre couple, puis dans phase 4, quelles seraient vos peurs, et vous allez noter vos raisons, vos attentes, vos peurs dans la tête de votre conjoint, et vous allez voir ce que ça donne, et vous allez finalement vous décentrer de vous. Donc vous allez comprendre que votre conjoint ne veut plus cette phase 2 et va donc vous donner des objections, hein, pour ne plus y rester. Maintenant que vous avez compris pourquoi votre conjoint veut se séparer, hein, ce changement de la phase 2 à la phase 3 de l'objet au sujet, vous allez identifier les trois natures des objections que vous donne votre conjoint. En fonction de votre réponse, en fonction des formations que vous aurez faites, en fonction de l'application des formations que vous aurez mis en place, le catalogue des formations que vous avez en descriptif de cette vidéo, vous allez augmenter votre niveau d'expertise, et plus la situation est dure, plus vous aurez besoin d'un niveau d'expertise très fort. Quand on est président d'une nation, il faut avoir un niveau d'expertise en objection, en relation, pour maintenir une paix sociale à peu près tenue au sein d'un pays. On voit actuellement
en France, la difficulté de répondre aux différentes objections des Français, du peuple, par rapport à l'État ou par rapport au gouvernement. Donc il faut des niveaux d'objection, des niveaux d'expertise extrêmement importants, et si on n'a pas ce niveau d'expertise, eh bien ça peut faire boiter. Donc l'objection, parfois, est un échappatoire, un refus de responsabilité. Le premier cas, c'est que l'objection peut être un échappatoire, un refus de responsabilité. Le conjoint, votre conjoint aimerait bien rester avec vous, mais il ne voit pas comment, mais il ne sait pas comment. Il dit, je ne veux plus être comme avant, mais je ne sais pas comment je vais être maintenant. Donc il cherche, il va prendre un pansement, il va vouloir sortir, etc. Donc son objection, c'est cette type d'objection-là exprime à la fois le doute, la peur, la culpabilité et la difficulté à assumer son choix, à tel point que votre conjoint, la plupart du temps, quand il est dans cette objection-là, veut que vous fassiez le travail à sa place, veut vous provoquer pour que vous vous sépariez, veut que vous fassiez la propulsion, veut que ce soit vous qui appeliez le notaire, qui allez voir le banquier, parce qu'il ne sait pas, il n'a pas fait son choix, il ne peut pas assumer donc son choix qu'il n'a pas fait encore. Par exemple, dans son état d'esprit, c'est vrai que je t'aime encore, mais je ne peux plus être heureux avec toi. Vous avez ça, vous me dites souvent en coaching, cette phrase, vous l'avez. Je t'aime encore, mais je ne sais pas. Oui, je t'aime encore, mais je ne peux plus être avec toi. Dans ces situations, argumenter est non seulement compliqué, mais totalement contre-productif. La technique que je vous apprends dans la formation, vous l'aurez en long, en large et en travers, va vous proposer des astuces qui vont vous permettre de ramener votre conjoint dans sa zone de responsabilité par une question qui reprend son objection comme contrainte à dépasser. Vous verrez en détail dans la formation comment on traite les objections. En fait, la question que se pose souvent votre conjoint dans un couple, comment fait-on pour être heureux tout en restant fidèle à soi-même? Et d'ailleurs, on peut poser cette question. Alors, ce sera, si vous avez un repas au restaurant, vous allez poser des questions, vous avez la formation sur comment gérer le repas au restaurant. Si votre conjoint veut vous parler, etc., vous ferez ce repas au restaurant parce qu'il y a du monde autour, et vous allez préparer des choses comme ça, et vous allez poser des questions. Vous êtes d'accord, je comprends ce que vous dire, mais comment peut-on vraiment être heureux dans un couple en étant fidèle à soi-même? Vous voyez, vous posez des questions un peu philosophiques. Eh bien, la personne va devoir rebrancher son préfrontal pour pouvoir vous répondre. Donc évidemment, quand vous allez poser des questions comme ça avec votre conjoint, vous allez poser des questions avec bienveillance, avec curiosité. Vous n'avez pas peur pour gérer les réponses de votre conjoint d'avoir de la curiosité mais aussi un silence suffisant, un type de questions que vous allez poser à votre conjoint qui va permettre au conjoint de s'interroger sur lui, sur elle, sur son mal-être et de formuler une piste de réflexion inédite. Le silence, ça va vous aider à laisser votre conjoint réfléchir. Souvent, vous êtes des mitraillettes, vous êtes vous voulez parler, vous voulez convaincre, et finalement, vous ne faites que saouler. Même si vous avez raison, vous ne faites que saouler votre conjoint. Souvent, l'objection de votre conjoint se tourne autour de deux quêtes qui s'opposent et qui se transforment. Chaque quête en s'opposant, les arguments que vous allez donner vont se transformer en objection puisqu'ils vont ne correspondre qu'à une partie de la quête. Dans cette situation, vous vous opposez à votre conjoint, chacun est convaincu de sa solution, de son idée, alors que finalement, on peut imaginer que votre conjoint aussi aimerait préserver le couple. Si vous êtes toujours en train de parler, si votre conjoint vous reproche des choses, c'est qu'il voudrait préserver le couple. Quand on ne veut pas préserver quelque chose, quand on ne veut pas préserver sa voiture, on n'essaye pas de la réparer. On n'essaie pas d'aller chez le mécanicien. Quand on veut la vendre, on la vend. Quand on veut se séparer, on va voir son avocat. Et on dit, monsieur l'avocat, madame l'avocate, merci de proposer à mon mari un divorce à l'amiable. Si ça ne fonctionne pas, merci de lui proposer un divorce traditionnel. Et c'est réglé. Enfin, c'est réglé. Il faut du temps, il faut de l'argent, mais c'est réglé. Là, quand votre conjoint continue à être jaloux, continue à vous houspiller, à reparler du passé, c'est que le couple n'est pas terminé. Mais il faut, si vous voulez préserver votre couple, sortir de ce dialogue de sourds. Les dialogues de sourds sont assez faciles à repérer. Chacun répète un argument,
n'entend pas celui de l'autre et s'entête avec l'impression que l'autre doit le faire exprès pour ne pas accepter la situation. Donc c'est la faute de l'autre si la situation n'avance pas. Quand je vous ai en coaching, hein, vous chargez votre compagnon, votre mari, votre femme, votre compagne, et si j'avais votre compagne, votre mari, votre femme au téléphone, sûrement il vous chargerait aussi, en disant des arguments au contraire. Donc, vous pensez au départ que l'autre le fait exprès pour vous embêter, pour accélérer la séparation, etc., pour ne pas accepter la solution, et pourtant, souvent, vous voulez la même chose sans le savoir, hein, c'est-à-dire continuer en couple, puisque lorsqu'on continue à se parler et à se prendre la tête, c'est qu'on veut être ensemble. Sinon, ben, c'est plus la peine d'évoquer le sujet. Donc, généralement, tous les deux ont raison. L'argument, l'une des meilleures réponses possibles, ce n'est pas votre réponse ou la sienne, c'est de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut en commun? Sinon, chacun suit sa quête, chacun déroule sa réponse, la plus évidente à sa question à lui, et souvent on n'a pas les mêmes questions, sans avoir pris la peine de clarifier, de le partager. C'est ce que vous reprochez les pirates qui ont fait une thérapie de couple, hein. Ils ont voulu proposer une thérapie de couple à leur conjoint, ou leur conjoint leur a proposé une thérapie de couple, et ils reprochent aujourd'hui à leur thérapeute de ne pas avoir fait ce travail, c'est-à-dire de ne pas avoir travaillé sur une question commune. On vient vous voir, madame la thérapeute ou monsieur le thérapeute, parce que nous n'arrivons pas à communiquer, nous voudrions apprendre avec votre expertise à mieux communiquer. Ou peut-être, hein, ça pourrait arriver, mais ce n'est pas le cas des pirates, on vient vous voir, madame le thérapeute, monsieur le thérapeute, parce que nous voulons nous séparer, et nous voulons nous séparer de la meilleure façon possible. Là, le thérapeute peut vous aider. Si vous dites on veut apprendre à mieux communiquer, le thérapeute, le coach peut vous aider. Si vous posez la question à votre coach préféré, aidez-nous à rédiger notre contrat de couple quand on va revenir ensemble, on a la bonne question. On a la bonne demande. Mais si on n'a pas cette demande, eh bien, on part dans tous les sens. J'aime bien raconter cette histoire d'un conducteur d'Uber. Deux personnes un couple rentre dans la voiture, et l'un dit amenez-moi à Lyon, et l'autre dit amenez-moi à Marseille, sachant qu'ils habitent à Valence, au milieu. Qu'est-ce qu'il va dire l'Uber? Il va faire 50 mètres dans un sens, 50 mètres dans l'autre, il va revenir? Non. L'Uber, il va avoir une conscience professionnelle, il va dire écoutez, monsieur, madame, mettez-vous d'accord, après je vous amène où vous voulez. Ce que doit faire votre thérapeute de couple, ce que doit faire votre psy. Hein, où voulez-vous aller? Et ce que vous reprochez au psy de quartier ou au thérapeute de couple, c'est qu'ils vous ont laissé parler alors que vous n'aviez pas le même objectif, vous n'aviez pas la même question. Et il s'est laissé embarquer là-dedans, et ça n'est pas sorti évidemment, puisque c'est impossible de vouloir répondre une même réponse à deux questions qui sont différentes. C'est impossible, et surtout qu'elles sont opposées. Donc vous êtes déçu par la thérapie de couple, vous êtes déçu par le psy qui vous a éloigné au lieu de vous rapprocher. Vous êtes allé voir un thérapeute pour qu'il vous rapproche, et ça a été l'effet inverse. Donc vous allez avoir cette leçon dans votre tête. Si chacun suit sa quête, si chacun déroule sa réponse la plus évidente à sa question, eh bien, on ne peut pas trouver de réponse commune. Donc il faut commencer, quand on discute avec son conjoint, pour avoir une discussion, il faut avoir un but commun. Arranger la situation, mieux communiquer, s'expliquer, partager son point de vue. Lorsque l'exemple de conjoint, si les deux veulent se séparer, le premier dit à l'autre « Je veux me séparer parce que je ne supporte plus tes reproches incessants ». Le second répondrait « Je te fais des reproches parce que tu ne t'occupes jamais de rien ». Eh bien, ils vont répéter en boucle leur avis définitif et ils sont simplement en désaccord sur la question à adresser en priorité. Ce n'est pas comment on peut divorcer dans ce cas-là ou comment on peut arranger les choses, c'est je veux me séparer parce que tu fais des reproches, et l'autre dit c'est parce que tu fais rien. Donc l'un va être bloqué sur les reproches et l'autre sur je te fais rien. Et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Pour le premier, la question urgente, c'est comment faire pour que tu me respectes et tu me laisses tranquille, tandis que le deuxième s'interroge sur la façon d'obtenir plus d'implication et de coopération de la part de son conjoint. Donc quand on n'a pas les bonnes questions, on n'a pas les bonnes réponses. Je vous rappelle que vous avez aussi une formation sur comment poser les bonnes questions, qui va venir en complément de cette formation sur comment avoir les bonnes réponses. Le hic, souvent, c'est que chacun veut faire les choses différemment.
Tous les deux veulent souvent améliorer la situation, veulent améliorer leur relation, veulent que la relation se passe bien, même si éventuellement l'un des deux pense que je serai plus heureux si je me sépare. Mais le hic, c'est que chacun veut le faire différemment. L'un en créant plus de distance et d'autonomie, l'autre en créant plus de proximité et de solidarité. Donc pour ces questions, vous pouvez réaliser des réponses précieuses que vous apprendrez à faire dans la formation. Vous pourrez apprendre à entendre les questions auxquelles votre conjoint veut répondre. Vous apprendrez aussi à poser vos bonnes questions. Ça sera plutôt d'ailleurs dans la formation sur les questions. Et ensuite, vous pourrez trouver une quête commune entre vous et votre conjoint, une question commune sur laquelle vous allez vous coordonner. Si vous arrivez à faire ça, vous allez pouvoir vous améliorer. Dernier cas, deux individus vont s'opposer sur leurs convictions de voir le monde différemment. Ils ont une façon de voir le monde, de concevoir le monde différent. L'un est convaincu par exemple que la fidélité est une valeur essentielle et doit être respectée. C'est ce que vous avez vous si votre conjoint vous trompe. L'autre peut-être que la fidélité est une contrainte et doit être remise en question quand je ne trouve pas ce dont j'ai besoin dans le couple. L'un est persuadé que le couple est une priorité et doit être protégé. L'autre que le couple est une option et doit être renouvelé. Ces situations sont les plus faciles à gérer car elles touchent aux croyances profondes, aux valeurs fondamentales, aux représentations du monde de chaque individu. Il n'y a pas de vérité absolue ni de solution universelle. Il y a seulement des points de vue dont on peut discuter, dont on peut débattre. Ceci dit, quand on a des points de vue, des représentations du monde totalement différentes, eh bien on va être obligé finalement d'avoir des conflits, des incompréhensions et des intolérances. Donc il y a des sujets qu'il ne faudra même plus aborder. Il faut reconnaître que dans un couple, on a des diversités d'opinions, des diversités de modes de vie, c'est pour ça que les relations pansement fonctionnent très mal. Il y a des moments où on peut chercher à comprendre le sens et l'origine des convictions de notre conjoint. Il y a des moments où on peut trouver un terrain d'entente, un respect mutuel, un équilibre entre les besoins de chacun, mais il y a des moments où ce n'est pas la peine, ça ne marcherait pas. Donc vous allez vous entraîner à identifier les trois natures des objections avec des principes. Je veux me séparer, par exemple, parce que je ne supporte plus tes reproches incessants. Donc là, on est dans le deuxième cas. Deux quêtes s'opposent et transforment les arguments de chaque partie en obsession et on ne pourra pas se rapprocher. Comment faire en revanche, la bonne question du conjoint qui veut se séparer, et comment faire pour que tu me respectes et que tu me laisses tranquille. La question du conjoint qui fait des reproches et comment faire pour que tu t'occupes plus de moi, de notre couple, de notre famille. Vous voyez, comment faire pour que tu me respectes et que tu me laisses tranquille, ou comment faire pour que tu t'occupes plus de moi. Et la personne, si tu m'aides dans le travail, je te harcèlerai moins parce que je me sentirai moins dans la charge mentale. Voilà, et donc on aura trouvé une solution. Donc vous allez avoir toutes ces questions-réponses que vous allez pouvoir mettre en place dans la formation. Vous allez surtout faire la formation et mettre tout ça en place, l'essayer et fonctionner. C'est l'été, profitez pour discuter avec votre conjoint, pour répondre aux objections. Apprenez à le faire, ça vous servira pour les clients, ça vous servira pour vos patients, ça vous servira pour vos collaborateurs, vous allez vous régaler. L'être humain est complexe, mais une fois qu'on a bien travaillé et qu'on a simplifié les choses, on arrive à beaucoup mieux travailler ensemble. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés, je vous kiffe. Alors cette semaine, pas de live, j'ai fait une pause sur les lives du vendredi. On va remettre tout ça en place tranquillement à la rentrée, enfin au mois d'août. On va trouver d'autres horaires, on va trouver ce qu'il faut, on va se régaler. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés.